Bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant, 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet. Santé et Spiritualité en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site internet. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio Ici Maintenant par Île-de-France, ici-maintenant.com pour nous écouter et nous regarder via Internet. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de la semaine, 17h30, 19h. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Carlet et Gérard Longuet. Bonsoir à vous deux. Et bonsoir Laurent. Nous allons parler ce soir du tantra. Est-ce qu'on peut dire tantrisme ? C'est une question ? Oui, vocabulaire, hein, parce que j'entends tantra, le tantra, et la voie tantrique peut-être, ou le tantrisme, est-ce que ça se dit ? Oui, ça se dit, bien sûr. Moi j'aime bien la voie tantrique. J'aime bien la voie tantrique aussi. Ouais. Je trouve ça pas mal. Alors, vous êtes tous les deux de cette connaissance, puisque vous pratiquez cette voie, ce cheminement, et en même temps, vous êtes l'un et l'autre différents. Alors, autant Sylvie, tu es artiste, dans tous les sens du terme. Artiste peintre, sculpture, enfin la créativité. Oui, voilà. J'ai le pôle créatif dans notre couple d'animateurs. On va dire, voilà, j'apporte plus cette dimension, ce qui est ma nature, on va dire, plus profonde aussi, on va dire aussi mes études. Mais je crois que ce qui nous lie, puisque Gérard, lui, étant ostéopathe, est plus, on va dire, du côté peut-être un peu plus scientifique, aussi intuitif, travaillant plus avec le corps. Et ce qui nous relie tous les deux, c'est qu'on a commencé très très jeune notre parcours spirituel, qu'on a cheminé vraiment, on se connaissait bien sûr pas, puisque ça fait seulement quelques années qu'on travaille ensemble. Et quand on a commencé à écrire notre livre et qu'on a fait une petite biographie, on s'est aperçu en fait que depuis l'âge de 17 ans et moi depuis l'âge de 20 et quelques, on était vraiment tous les deux extrêmement engagés sur cette voie de la spiritualité et qu'on a traversé moultes étapes tous les deux, chacun en travaillant avec des maîtres différents et de manière vraiment presque parallèle, ce qui est assez étonnant. On a tous les deux élevé 3 enfants, Gérard les a élevés aussi partiellement seuls, moi aussi partiellement seul puisque le père de mes enfants était décédé. Et donc on a vraiment un parcours très, très incroyablement similaire. Et moi, j'arrive du côté artistique parce que j'ai fait ces études-là. Et puis Gérard, dans son parcours, les gens qui, dans le futur, liront notre livre, verront ce petit parcours qui est assez original et dans le fond, finalement, très complémentaire dans notre façon d'aborder le tantra. Ostéopathe, Gérard, oui, effectivement. Alors, pour le coup, une approche du corps. Il existe plusieurs manières d'aborder le corps. À travers l'ostéopathie, j'entends plusieurs écoles. Celle qui fait craquer, celle qui est purement mécanique, celle qui en même temps est beaucoup plus dans l'énergétique. Et on peut faire maintenant de l'ostéopathie sans faire craquer les os. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour ta part, à même que Sylvie, comment est-ce que vous êtes orienté vers le tantra? Et quand je dis comment, j'imagine que c'est même pas la question et n'a pas de sens en tant que telle. C'est on se sent peut-être appelé tout simplement vers une voie, une manière de reconsidérer sa vie tout simplement, puisque Sylvie parlait de la sexualité, de la spiritualité. Je t'en prie, c'est un bon lapsus, Laurent. Merci de l'avoir fait. Donc c'est vrai que se pose à un moment donné de toute façon cette enfin, je sais pas, je dis ça pour moi et au vu des personnes qui m'entourent, des rencontres que je peux faire, de la sexualité, c'est notre rapport à l'autre et notre rapport à soi, bien entendu. Donc, avant d'aller plus loin, comment est-ce que vous deux, vous vous êtes, je dirais, à un moment donné, repositionnés, est-ce que c'est le terme, je ne sais, vis-à-vis de la relation à l'autre, dans le cadre notamment de la sexualité, et puis, bien entendu, vis-à-vis de moi? Alors, moi, je voudrais juste peut-être dire un mot sur la porte d'entrée de l'ostéopathie. Puisque finalement, la sexualité, a priori, telle qu'on la perçoit au prime abord, n'existe qu'à travers le corps.
Le point de départ, c'est le corps. Donc pour moi, les personnes qui viennent me consulter en tant qu'ostéopathe ont en premier lieu une problématique ou un dysfonctionnement corporel, à un niveau ou à un autre. Euh, j'ai souvent vu dans ma patientèle des personnes qui, du fait de leur dysfonctionnement ou de leur problématique physique, venaient à me parler de leurs difficultés dans la sexualité. Alors soit le regard qu'eux-mêmes pouvaient porter sur comment ça marche la sexualité, ou leurs difficultés en tant que couple. Dans le même temps, le travail qu'on a mené pendant quelques années, tous les deux, Sylvie et moi, nous a mené à rencontrer beaucoup, dans nos stages notamment, dans nos formations, beaucoup de gens qui venaient en premier avec ces difficultés-là. Alors, je vais parler pour moi, Oui, je t'en prie. mais moi, ce qui m'a amené au tantra, c'est pas la problématique sexuelle. Moi, ce qui m'a amené à découvrir le tantra, c'était de pouvoir tisser un pont entre ma compréhension intuitive de ces mécanismes et mon expérience corporelle. Personnelle, j'ai eu beaucoup d'activités sportives avant de m'intéresser au tantra, et j'ai pu faire la différence entre la mobilisation de l'énergie qui est faite, je dirais en termes de vitalité, au plan purement physique, que ce soit dans le sport ou dans le cadre de la sexualité, et l'affinement, c'est-à-dire l'énergie beaucoup plus subtile qui est à mettre à disposition de la relation sexuelle. C'est-à-dire que là, on passe finalement de quelque chose qui serait acté, c'est-à-dire d'un acte, à quelque chose qui serait de l'ordre de la relation. Donc c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus négocié, beaucoup plus en écoute, plus subtil. Est-ce que ça répond à peu près à ta Oui, question? tout à fait, mais j'approfondirai par la suite. Et pour Ouais. toi, Sylvie? Alors, pour moi, c'est certainement un parcours très différent, étant donné que j'étais plutôt quelqu'un qui avait un peu laissé mon corps à distance. Donc, je suis absolument pas passée par on va dire, pas par le questionnement du corps, mais par le questionnement plutôt du vide que me laissait une certaine forme de sexualité, ou bien de quelque chose qui me presque me vidait, me remplissait pas, on va dire, à me poser cette question quand j'ai rencontré les premiers maîtres à qui j'ai pu parler de ça, parce que finalement, ça, c'est des choses que j'ai pas pu aborder dans ma période. Pour les gens qui connaissent un tout petit peu déjà mon parcours, j'ai une période très traditionnelle avec les Tibétains, avec des méditations vraiment sur toutes les pratiques qu'on connaît traditionnelles, où le sexe, ça s'appelle déjà l'endroit sacré, l'endroit secret, l'endroit dont on ne parle pas. Donc avec ces gens-là, j'avais pas pu du tout aborder ces questions. Donc la première fois que j'ai vraiment pu aborder ces questions sur la sexualité, c'est quand je suis allée en Inde et que j'ai passé du temps dans l'ashram déjà de Rajneesh à l'époque, qu'on appelle Osho maintenant, où j'ai fait mes premières psychothérapies, où j'ai pu donc me faire le point sur moi-même et me rendre compte que effectivement ces pratiques traditionnelles ne répondaient absolument pas à tous mes questionnements, à toutes mes frustrations, à toutes mes incapacités, mes vides spirituels dans lesquels je restais par rapport à la sexualité. Donc je me suis vraiment profondément posé ces questions à partir de ce moment-là. Et ça n'a même pas encore suffi. Enfin, on pourrait dire que les thérapies n'ont même pas suffi. Ça a été lorsque j'ai vraiment rencontré des gens avec qui j'ai travaillé et qui étaient des gens qui avaient une expertise vraiment sur tout le travail énergétique. C'est pour ça que je dis maintenant je fais de la psycho-énergie, parce que j'ai commencé à comprendre effectivement beaucoup mieux ce que c'était que ce qu'on appelle la Kundalini, ce que c'était que les chakras, ce que c'était que être capable de faire passer de l'énergie du chakra Muladhara au niveau du cœur, d'à quel endroit moi en tant que femme je me sentais plus polarisée au niveau du cœur qu'au niveau du sexe par exemple, et etc., jusqu'à ce que j'ai pu être initiée en fait par un maître en particulier qui m'a fait expérimenter ce que c'était que de faire passer l'énergie de la racine, ce que j'appelle l'enracinement, même au-delà de Muladhara, on va dire dans la racine de notre puissance. Pour ça que moi je parle souvent de axe puissance-conscience. Ça va partir de notre puissance, passer par la sexualité, être capable de traverser les différents niveaux et pouvoir, jusqu'à au moins un certain nombre de fois où j'ai été initiée comme ça, à passer dans le dernier chakra, dans la porte de la non-dualité.
Donc là, ça paraît peut-être un peu étrange pour des auditeurs qui ne connaissent pas ça. Moi, je ne dis pas que je vais y arriver facilement seule, mais j'ai été initiée, on m'a montré le chemin. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai respiré. Je me suis dit, ouf, enfin, je me posais des questions, j'avais une bonne raison de me les poser. Et donc, après, ça a été un parcours permanent d'essayer d'actualiser ça dans ma vie, ce qui est extrêmement difficile parce qu'on pourrait dire que le monde est très, très, très matérialisé, on est dans un univers, dans une époque extrêmement matérielle et donc l'énergie très lourde, donc très peu de partenaires potentiellement tantriques, on va dire. Vraiment, on pourrait dire très, très peu. Et donc, sauf si on va vraiment chercher, comme à l'époque, on dit que les tantrikas se cachaient parce qu'ils étaient dérangeants. Parce qu'évidemment, quand on pratique ça, on pratique aussi une sorte... On a une vision de la relation qui est très différente de la vision traditionnelle de la relation. Donc tout ça, c'est une négociation permanente entre le niveau de conscience générale qui existe sur cette planète et l'idée que se font les gens de la relation, en fonction de leur culture, de leur religion, des pays, etc., d'où on vient. Et essayer, au milieu de tout ça, de naviguer pour s'y retrouver par rapport à un chemin que quelqu'un vous a déjà montré et qu'on sait qui existe. Voilà. Et tout ce travail depuis des années que j'essaye de faire, c'est négocier pour permettre, déjà à moi-même bien entendu, parce que je pense qu'on peut initier les autres que si, d'une certaine façon, on a fait un peu le chemin soi-même, d'arriver à amener des éléments pour que petit à petit il y ait une compréhension qui se fasse et qu'on puisse dénouer un petit peu ce mélodrame terrible de la relation, où on voit nous dans nos stages, mais où on n'a même pas besoin d'aller dans des stages pour voir à quel point les relations sont excessivement compliquées et que c'est quand même au-delà même juste de la sexualité, mais la relation à l'autre est quelque chose d'extrêmement complexe. Et évidemment, pour nous, ça passe en premier par la relation à soi, pour comprendre. Moi, j'ai été initiée. Moi, on m'a initiée. On n'a pas pris un couple pour initier le couple. On m'a initiée moi. Et à moi, après, d'essayer de m'adapter. Et je pense que c'est la même chose pour Gérard dans sa part à lui. Lui, en tant qu'homme, il a été initié en tant qu'homme. Et pour lui, c'est difficile de trouver des femmes qui soient, elles aussi, tantriques, entre guillemets, si je puis dire. Bon, on peut développer, si tu veux, à profusion ce thème-là. Quoi, hein. Et on va faire ça. Faisons-le carrément, profitons-en. Tout à fait. Voilà. Alors, déjà, parlons des images préconçues. D'accord, allons-y. Il y a eu les années 60, 70, avec toute la révolution sexuelle notamment qu'on peut avoir, tout un pan traditionnel qui s'effondrait, qui s'effritait, avec une liberté sexuelle qui était là. Donc on peut le voir même dans... je regardais là récemment un film avec les anciens que l'on peut voir, Anémone et toute la groupe qui entourait Coluche de l'époque, qui est de cette génération et qui ont réalisé un film où justement ça se passe en Auvergne ou en Ardèche, je ne sais. Ils se retrouvent comme ça dans une communauté où finalement la relation sexuelle, on s'échange plus ou moins de partenaires sexuels en fonction de nos envies, on ne se pose pas de questions, liberté sexuelle. Je me rappelle d'un film aussi, Prof. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce film-là. Oui, c'est avec le chanteur Casser la voix, Patrick Bruel. Merci. Bruel, ouais. Patrick Bruel. Et il y avait un autre acteur qui est très connu aujourd'hui. Enfin bref, qu'importe. En tout cas, dedans, il y avait un aspect qui était mis en avant, qui était donc source de comique, à savoir un homme, un sportif, professeur de sport, qui décide de s'initier au tantra avec une femme qui, elle, était à fond dedans, entre guillemets. Et qu'est-ce que l'on voit dans le cadre de ce film ? Voilà, on va faire l'amour, alors mets-toi au bout de la pièce, moi je me mets là. Et puis on ferme les yeux, on médite, alors est-ce que tu me sens là ? Est-ce que tu sens mes énergies ? Et l'homme n'avait qu'une envie, c'était de sauter sur cette femme-là. Donc bon... Voilà les images. Ces belles images d'Épinal. Voilà. Mais... Exactement. Alors je les mets en avant pourquoi ? Parce qu'une reflète le fait que le tantra serait une sorte de masturbation intellectuelle où on essaye de ressentir des énergies sans pour autant qu'il y ait d'attouchement physique. L'autre que je mettais en avant à travers, c'était pas l'Orchestre du Splendide, c'était les bronzés. Les bronzés, voilà, qui étaient là et qui mettaient en avant que finalement pas d'attachement sur qui est mon partenaire. Je suis là pour me faire du bien à l'autre, puis changer comme ça sans avoir d'attachement dans le cadre d'une relation. Alors,
où se trouve la juste mesure des choses en dehors de ce côté caricatural, finalement? Ce qui vous a amené à vous intéresser au tantra, et du fait de votre voix personnelle, j'imagine que ces caricatures sont tombées petit à petit les unes avec les autres. Mais finalement, quand on se retrouve un peu sur le seuil de la porte, est-ce qu'on sait sur quoi on s'engage réellement? Alors, euh, je suis très content que tu abordes le sujet parce que en écoutant Sylvie, je pensais à ça. Je me disais, mais finalement, pour les personnes qui écoutent pour la première fois des propos un peu étranges, comme ça à distance, hein, sur les questions de la sexualité et sur éventuellement le tantra, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le côté folklorique, c'est le côté caricatural, j'allais dire outrancier, presque, presque pornographique, hein. Euh, alors moi, de mon côté, quand j'ai poussé la porte de ces espaces-là, j'avais exactement ces mêmes représentations. J'avais été formaté comme tout le monde avec toutes les idées préconçues, mes peurs, mes appréhensions, mes projections, mes craintes, mes a priori, mes incompréhensions, enfin blablabla. Euh, Moi, ce que j'ai aimé dans ce travail, c'est que les gens avec lesquels j'ai travaillé m'ont pris à l'endroit où j'étais. Ils n'ont pas cherché à me changer ou à me dire, ah ben voilà, il faudrait que ça se passe comme ça, tiens, tu vas te mettre de ce côté de la pièce, et puis telle personne là, et puis on va faire ce genre de choses que tu décris avec beaucoup d'humour. C'était très progressif, c'est-à-dire c'est d'abord parti de l'endroit où moi j'étais. C'est-à-dire on va carrément demander, ben voilà, maintenant tu es là, avec tes doutes, avec tes peurs, avec tes désirs, avec tes appréhensions, tes machins, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Et donc là, à partir de ce ressenti, à partir de cette compréhension qui progressivement dégage, je dirais, de l'espèce de confusion ou du magma intérieur, des impressions, des sensations, qui met en lumière des désirs, qui met en lumière une direction, ben, progressivement, voilà, le système d'énergie personnelle commence à se révéler. Il y a la possibilité dans cet espace de faire l'expérience de ce que c'est que se détendre, parce qu'il n'y a pas de tantra sans détente, il n'y a pas de rencontre sans détente. Le terme tantra, j'en profite pour en dire un mot, on peut dire que d'une certaine manière, ça signifie tisser des liens d'énergie. Alors, ce que tu en disais de manière caricaturale correspond exactement à ça, si ce n'est que la caricature est une façon de tenir à distance la réalité pour ne pas aller regarder ce qui se passe vraiment. Euh, donc la manière d'aborder le tantra, c'est d'abord apprendre à identifier ses propres mécanismes, voir à quel endroit le système est verrouillé et se bloque, où l'énergie ne circule pas, ou que dans une certaine direction, que dans une certaine configuration, d'une certaine manière, souvent répétitive, voire compulsive, et de pouvoir, à partir de là, commencer à se détendre pour rentrer dans ses propres racines. À partir du moment où un arbre qui est planté dans le sol a ses propres racines, il peut s'alimenter dans le collectif de la Terre. Sans racines, il meurt rapidement. Pour moi, il se passe la même chose avec l'homme. Et la femme, bien sûr. Donc, cette démarche du tantra était pour moi une façon progressive de découvrir finalement mes propres mécanismes de fonctionnement. Et rien de plus, ni rien de moins. Mais en même temps, de découvrir ses propres mécanismes de fonctionnement engendre forcément une autre perception de comment tu fonctionnes, Bien sûr. d'un point de vue énergétique, mais pas seulement, et dans le rapport à l'autre, puisque forcément, il y a cette étiquette du sexe qui est derrière, hein. Donc, comment se positionner en dehors d'implanter ses racines vis-à-vis de cette relation à l'autre dans le cadre de la sexualité? Je peux peut-être juste faire une projection en me disant que puisque les racines sont plantées pour l'un, l'homme d'un côté et la femme de l'autre, forcément, je dirais que les branchages, peut-être, C'est euh, ça. vont Exactement. s'interconnecter, et ça me fait penser au film Avatar. Ouais, ben, C'est pas mal. t'es dans le cinéma à Tiens, fond là, hein, tu nous C'est fais des une grandes source de références. référence C'est une importante source pour de moi. référence. Ouais, ouais. Moi, je vais évidemment prendre la parole et pour rebondir sur ce que tu as dit sur les années 70, etc., de cette révolution sexuelle, enfin 68, 70, faites l'amour, faites pas la guerre, etc., ce qui était quand même une ouverture
formidable de déverrouiller les conditionnements de ce qu'on avait vu de nos parents, puisque nous, on est de cette génération-là. Et pour dire que je pense que la phase de libération sexuelle a été extrêmement nécessaire. Donc, c'est pas qu'une caricature de se dire, voilà, on peut se libérer de cette idée formatée du couple et on peut librement essayer de se faire du bien les uns les autres en se libérant. Ça, on appelle ça la libération, on appelle ça une C'est une libération libération. sexuelle, mais c'est pas du tantra en aucun cas, bien que on pourrait dire qu'il y a aussi un certain déconditionnement à avoir quand tu abordes le tantra par rapport à cette idée, comme je disais tout à l'heure, du couple, mon Dieu, parce que nous, on fait faire beaucoup d'exercices dans nos stages où il y a des exercices qui se font à deux, quand on a, bon là, nous, on fait pas des groupes avec énormément de monde, mais j'ai pratiqué pendant pas mal d'années dans des groupes avec beaucoup de monde, et on va faire des exercices avec 25 personnes différentes pendant 3-4 jours. Donc d'un seul coup, ça paraît très très bizarre à quelqu'un d'approcher quelque chose, ne serait-ce que pour danser, parce qu'on utilisait beaucoup la danse, parce que quand on danse une danse côte à côte, nous, évidemment, on se sert de cet exercice de la danse pour montrer aux gens comment on peut se ressentir soi-même et non pas se projeter dans l'autre, avec tout un tas de désirs, évidemment, immédiats de sexualité, etc., mais simplement valider ce qu'on ressent. Donc apprendre déjà à ressentir, à valider ce qu'on ressent, soit au contact de l'autre, et non pas se projeter dans l'autre. Donc là, il y a vraiment tout un tas de choses qui paraissent absolument terribles pour des gens qui connaissent pas ça, qui se disent, mon Dieu, si je touche le bras, ça veut déjà dire que ça y est, c'est un appel sexuel, quoi. Hein. Ça y est, si je touche t'ouvre la porte. je t'ouvre la porte, je touche le bras, je touche la porte. Évidemment, dans le tantra, c'est tout sauf ça. Même le toucher, et ça c'est bien dit avant, bien entendu, que si les gens se rapprochent, c'est dans un objectif strictement d'expérimenter sa propre énergie. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant parce que quand on s'approche avec cet état d'esprit de plusieurs personnes, on va d'un seul coup relativiser énormément sa flamme, on va dire, de se dire j'approche quelqu'un, parce qu'on va approcher quelqu'un, puis on va approcher une autre personne, et puis une autre personne, et puis une autre personne, et ça va devenir beaucoup moins dramatique, on va dire, d'aborder quelqu'un. Bien sûr, ça se fait dans un cadre particulier que l'on met pour le temps donné de l'enseignement qu'on va donner, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, voire une semaine, où on ouvre une espèce de parenthèse où effectivement on va s'autoriser un certain nombre de choses, et ensuite, bien entendu, dans le plus grand respect les uns des autres, et dans le fait d'accepter de se rapprocher les uns des autres, on va effectivement aller révéler un certain nombre de choses qui sont impossibles à révéler si on ne le fait pas, et qui sont aussi très difficiles à voir dans son propre couple. On va dire, ça va révéler des choses qu'on va pouvoir comprendre pour son fonctionnement dans la vie normale. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un espace de travail qu'on ouvre où le contact et l'approche de l'autre fait partie en fait de l'initiation en fait dans lequel on souhaite un peu initier les gens ou accompagner les gens. Oui, et dans lequel la sexualité est juste un aspect, c'est un volet, c'est pas focalisé, je dirais, sur le sexe ou sur la relation sexuelle, mais c'est ouvert sur l'ensemble de nos fonctionnements, Oui, ce qui inclut la sexualité. bien sûr, voilà. Parce que souvent, pardon Je si t'en je prie. m'interromps, souvent la sexualité est au fond le lieu du conditionnement le plus puissant chez l'humain. Enfin, du moins chez l'humain occidental, tel qu'on le connaît, tel qu'on le vit. C'est un lieu où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de désir, beaucoup de frustration. Et voilà, et si on ouvre cette boîte de Pandore sans le cadre, sans les racines, on tombe forcément dans un système projectif. Or, ce qui nous intéresse, nous, c'est effectivement de trouver le moyen de révéler pour chacun son mode de fonctionnement qui entrave cette fluidité de l'énergie. Ouais. Parce qu'il y a problématique sexuelle quand l'énergie ne circule pas librement. Exactement. Si l'énergie sexuelle fonctionne librement, elle n'est plus de l'énergie sexuelle. C'est de l'énergie de vie, Pure. c'est de l'énergie pure, c'est de l'énergie du cœur, c'est de l'énergie circulante, c'est de l'énergie alimentante, je dirais comme une... pour reprendre une image qui nous plaît beaucoup et qu'on développe dans notre livre à sortir, on fonctionne comme une source qui est surmontée d'une fontaine et qui va sans cesse s'auto-alimenter.
Donc il n'y a plus de congestion, je dirais, à ce moment-là de l'énergie sur le plan de la sexualité. Alors, ouais, bien Enfin, sûr, beaucoup moins, disons. voilà, bien sûr, ce qu'il faut bien comprendre. Et je veux repréciser quelque chose quand j'ai dit que dans le cadre de notre travail, il y avait des rapprochements. Il n'y a évidemment aucune relation sexuelle dans le cadre de nos stages, hein, c'est bien compris. Mais on met en route l'énergie. C'est-à-dire quand on va faire une structure, nous qu'on appelle par exemple la vague, où deux personnes vont se mettre en posture tantrique, c'est-à-dire la femme, l'homme est assis en lotus, la femme est aussi assise comme on voit sur les sculptures. Bien entendu, à ce moment-là, grâce à un certain nombre d'outils qu'on va mettre en route de respiration, de pranayama, etc., on va simplement laisser l'énergie se révéler là où elle va se révéler. Il y a des gens qui d'un seul coup vont rien sentir au niveau du sexe, vont sentir beaucoup au niveau du cœur, ou vont se sentir au niveau de la tête, ou vont sentir qu'ils sont complètement bloqués, ou etc. Et puis ils vont s'expérimenter avec différentes personnes. Avec certaines personnes, ils vont voir, tiens, d'un seul coup, ça circule très bien au niveau du sexe avec cette personne, mais ça sera juste l'énergie qui va circuler. Ou tiens, à certains endroits, etc. Et en fait, ce que évidemment, il y aurait tellement de choses à dire, mais quand on parle de cette source, quand Gérard parle de cette source qui circule, il faut bien imaginer pour que cette source circule, il faut qu'on ait mis un petit peu aussi le projecteur sur les endroits où ça ne circule pas. Donc c'est là où tout le travail qui est à faire pendant qu'on accompagne les personnes ou pendant que les gens... Enfin, si les gens décident de s'investir là-dedans, il faut regarder à quel endroit à quel endroit il y a des empêchements à ce que cette énergie circule. À quel endroit, par exemple, si on prend les éléments, c'est une bonne façon de prendre les éléments, terre, eau, air, feu. À quel endroit j'ai un excès de feu, à quel endroit j'ai un excès d'eau, à quel endroit j'ai un excès d'air, à quel endroit j'ai un excès de terre. Tout ça, c'est une question de balance et d'équilibre. Et, et en fait, effectivement, quand on a un excès, par exemple, de terre ou un excès d'eau, on va dire l'eau, c'est très yin, feu, terre, plus yang, air, très mental, etc. Et tout ça, c'est une question d'équilibre entre ces différents éléments. Mais pourquoi on est en excès de feu ou pourquoi on est en excès d'eau, etc. Il y a des raisons psychologiques, il y a des raisons qui viennent de nos conditionnements, de nos blessures. Et c'est là où la thérapie et dans le tantra, malgré tout, et même dans toute discipline, on va dire spirituelle, il y a quand même un endroit où il y a absolument un passage incontournable dans un travail thérapeutique. Le plus léger possible, c'est-à-dire moi, le côté, on va faire une psychanalyse pendant 20 ans, toutes les semaines, à coût de 150 € la séance, je ne veux pas taper sur ces gens-là, mais enfin moi je pense qu'on n'a plus le temps de ça, quoi. Et puis les gens n'ont pas les moyens de ça non plus. Donc il faut essayer de faire des thérapies qui soient les plus efficaces, rapides. Et moi j'aime bien parler de psychoénergie, parce qu'en psychoénergie on va considérer la problématique énergétique dans un nœud psychologique, on va dire. On ne va pas triturer la psychologie du nœud pendant X temps, ou on ne va pas faire de la catharsis pendant 15 ans autour de papa et maman. Hein. Ce qu'il faut, c'est comprendre qu'est-ce qu'on a comme conditionnement avec papa et maman, et puis petit à petit, grâce à sa créativité et grâce à l'engagement qu'on a, c'est pour ça que moi je suis très attachée à l'engagement, et je me souviens la première fois, tu m'as dit, mais si tu es tellement exigeante, tu ne dois pas avoir beaucoup de monde. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que le travail qu'on propose, il demande de l'engagement. Et moi, je me fous en rogne régulièrement quand je vois des gens qui viennent, un peu comme des touristes, ils viennent, ils payent leur séance ou ils payent leur stage, ils pompent quelque chose, ils prennent quelque chose, ils repartent chez eux, ils recommencent comme avant. Et il n'y a pas vraiment d'engagement. Et moi, du coup, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut faire pour changer si on ne s'engage pas? D'un autre côté, il est vrai que quand on ne connaît pas quelque chose, peut-être qu'il est nécessaire de goûter pour savoir si on aime ou si on n'aime pas. Comment s'engager, je ne sais pas, hein, comment Ouais. s'engager dans une pratique si justement on a les projections dont on parlait tout à l'heure et qu'on ne sait pas que cette dernière nous correspond dans notre vibration, dans ce que nous sommes au moment présent. Écoute, si on part du point de vue du malaise que nous, on rencontre dans nos stages, d'une quantité de gens absolument phénoménaux pour qui ça va pas, pour qui ça se passe pas bien, les gens se séparent, se reséparent, se remettent à rêver qu'avec un autre ça ira mieux, ensuite ils se reséparent, ils se remettent avec un autre, ils refont des enfants, enfin, succession de situations où dans le fond le niveau d'insatisfaction est quand même assez énorme, hein, quand même, dans les constats qu'on fait. Hein, je dis donc. Et dès que tu vois que l'énergie commence à circuler mieux et qu'il y a une réelle alimentation qui vient de l'intérieur de cette fameuse source
que ça commence à se détendre un peu à l'intérieur, qu'on commence à être un petit peu moins tordu dans notre système d'énergie. Et tu vois à ce moment-là le rose aux joues, je veux dire, tu vois les gens vraiment, il se passe des choses pour eux. On a eu l'occasion par chance, malgré le fait qu'on va dire, il y a peu de gens qui veulent s'engager, mais quand ils s'engagent, on voit les transformations et on a vu des changements phénoménaux autour de nous, chez des gens dans leur vie, quoi. Alors, C'est pas une idée, hein. moi, je reprendrai un petit peu cette notion d'engagement en disant que l'engagement, c'est juste avoir le courage de prendre la responsabilité de ce qui se passe pour soi. Et donc, du coup, un peu comme les gens ont fait l'effort de se mettre sur la bonne longueur d'onde pour être sur ta radio ici et maintenant, l'engagement, c'est voilà, d'appuyer sur son interrupteur pour mettre son ordinateur en route ou son poste radio. C'est de prendre le temps d'écouter ce qui est proposé. Et derrière ça, la responsabilité, en faisant le point sur ses propres mécanismes, parce que moi qui suis thérapeute en général, je dirais plutôt corporel, enfin c'est ma porte d'entrée principale, les gens qui viennent me voir savent très bien de quoi ils souffrent. Ils ont une idée très précise de leur dysfonctionnement. Ils savent très bien ce qu'il leur faudrait faire. Simplement, ils n'ont pas toujours ni la lucidité, ni le courage, ni l'accompagnement pour poser la première pierre du changement. Il ne s'agit pas de vouloir tout transformer et de changer le monde. Il s'agit de s'asseoir, si j'ose dire, à sa propre table avec soi-même, faire table rase en fait des obstacles et regarder nos fonctionnements. Et ça, c'est suffisant. Pour moi, l'engagement, et je pense que Sylvie me soutiendra sur ce point, c'est juste prendre l'engagement de regarder ce qui se passe. Et ensuite, de trouver un moyen, une direction, de mettre en œuvre cette prise de conscience. Et de s'y tenir. Parce que très souvent, les gens vont venir, par exemple, si on parle pour nous, faire quelques séances avec Sylvie, vont peut-être ensuite, quand ils vont sentir que Sylvie les sert un peu dans leur fonctionnement, hop, ils vont venir vers moi en espérant qu'ils vont gagner un peu de temps, etc., etc. Et c'est vrai qu'on se faisait cette réflexion en venant là tout à l'heure, tous les deux, en se disant que, au fond, à quoi ça sert de faire de la consommation de soins, quand bien même ce sont des soins qui ont leur valeur en tant que tels, Qui sont des très très bons qui sont soins, très bien. je dis. Si c'est pour reproduire simplement le même schéma en rentrant chez soi dans les 15 jours, parce que si la personne ne se mobilise pas sur son propre système d'énergie, si elle n'identifie pas ses propres fuites d'énergie, si elle n'a pas conscience de cette alimentation à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, à sa propre source, si elle n'a pas conscience des endroits imperméables, ou au contraire tellement poreux, ben, on peut mettre autant d'énergie dedans, c'est comme un puits sans fond, ça dure le temps que ça dure, quoi. Et ça fait du bien sur le moment, mais et moi, c'est vraiment quelque chose dont je prends conscience depuis quelques années et qui est très criant là, ces 2, 3 dernières années, c'est que, pour être très honnête, je ne sais plus quoi faire sur le plan ostéopathique pour certaines personnes, parce qu'il n'y a rien à faire. La seule chose, ça serait d'arriver à trouver une solution pour que ces personnes se prennent réellement en charge dans leur système donc d'énergie, dans leur système relationnel, alors que ce soit à l'hygiène corporelle, un peu d'activité physique, que ce soit dans l'hygiène alimentaire, en ayant une alimentation qui soit de qualité, qui soit consciente, qui soit respectueuse, et de l'aliment et de ceux qui les produisent, enfin bon, tous des thèmes qui te sont chers, qui prennent soin de leur hygiène énergétique, avec des pratiques qui sont simples. Moi, depuis des années, je fais des pratiques qui sont d'une simplicité, j'allais dire presque infantile, et qui me prennent, allez, minimum, on va dire 5 minutes par jour. Alors, on peut faire plus, mais avec 5 minutes par jour, de certaines pratiques de respiration, de détente, etc., on peut commencer à amorcer l'installation du rose aux joues, hein, dont parlait Sylvie tout à l'heure. C'est-à-dire sentir que, à nouveau, la sève est circulante, voilà, et c'est nous qui maîtrisons ça, et ça ne se passe pas à l'extérieur, par un thérapeute, par une pratique, par un machin. C'est nous qui nous le faisons à nous-mêmes. Et la responsabilité, pour moi, c'est ça.
Avec nous ce soir, invité du magazine Santé et Spiritualité, Sylvie Carlet et Gérard Longuet. L'une est artiste, l'autre ostéopathe, et tous les deux parlent du tantra. Vous souhaitez en savoir plus? Voici déjà 2 numéros de téléphone. Celui de Sylvie Carlet, le 06 85 71 48 63. Le 06 85 71 48 63. Celui de Gérard, le 06 08 73 77 23. 06 08 73 77 23. Le site internet www.écologie-intérieur.com. Écologie, le tiret, c'est la touche 6 de votre clavier, intérieur.com. Gérard, Sylvie, vous proposez aux auditeurs plusieurs événements. Le premier a lieu ce soir dans les locaux de la radio. Ça se passera au 8 rue Violet, de 20h à 22h30 dans le 15e arrondissement. L'occasion donc pour les auditeurs de venir avec leurs questions personnelles. Oui, tout à fait. Alors je vous ai mis les micros, hein. Donc si vous voulez dire un petit mot peut-être pour ce que vous souhaitez aborder durant cet atelier conférence ce soir, en dehors de cette émission, puisque le sujet, oui, certes, il est le même, sauf que là, il y a une proximité dans le cadre de l'atelier conférence qui est totalement différente, dans les problématiques qu'on peut avoir dans le cadre relationnel vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, et d'avoir des outils aussi. Voilà. Alors, ce que tu évoquais tout à l'heure fait le lien justement avec ta question, c'est-à-dire que voilà l'occasion pour les auditeurs finalement et auditrices qui ne sont pas très loin sur Paris ou la proche banlieue, proche couronne, de venir voir ce que c'est que le travail qu'on propose en direct. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux que d'ouvrir le pot de confiture pour voir ce qu'il y a dedans et éventuellement goûter. C'est l'occasion, très simplement, voilà, sans se poser plus forcément de questions, de venir avec sa curiosité, avec son envie, peut-être avec ses désirs secrets, et sans être obligé, et sans aucune obligation même d'en parler, mais de venir prendre la température, de regarder ce qui se passe, et pourquoi pas de profiter des questions des autres. Oui, certainement. Certainement. On a vu ça dans tout le travail de groupe. Quelqu'un va poser une question qui va faire résonance aux autres. Voilà. Et je crois que là, dans la spontanéité des questions, si les questions sont vraiment bien recentrées sur ce sujet-là, répétons bien que le tantra est un yoga qui inclut la sexualité, mais bien entendu, c'est quand même, comme le titre de nos prochains livres qui s'appelait L'homme tout, c'est-à-dire c'est quand même l'homme dans sa totalité, dans son ensemble. C'est l'aspect totalement holistique de la circulation de l'énergie, parce que la circulation de l'énergie, on dit simplement qu'elle va circuler parfaitement quand elle va partir de notre propre capacité à nous positionner, on va dire notre puissance, notre partie puissante, et notre partie consciente. Et sur cet étage-là, il se passe beaucoup de choses. Il se passe aussi, qu'est-ce qu'on fait avec notre pouvoir? On en a parlé régulièrement ici. Donc, qu'est-ce que je fais avec ma sexualité? Qu'est-ce que je fais avec mon positionnement par rapport aux autres au niveau du hara? Qu'est-ce que je fais avec mon cœur? Comment je partage avec mon cœur? Comment je m'exprime? Etc. Et comment je suis dans ma globalité? Est-ce que je suis comme un mendiant en train toujours de vouloir me plaindre et réclamer quelque chose? Ou est-ce que j'ai envie d'aller à la source de façon à ce que, comme je dis toujours, si on va à la source, il y a toujours des gens qui veulent venir boire à la source. Quand on va à la source de son énergie, on est vibrant, on est vivant. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus dans la vie que d'être vivant et que d'être attirant? Ce qui rend quelqu'un d'attirant, c'est s'il est vivant. S'il est vivant, il est créatif, il est hypnotique, il rayonne, il est attirant. Quelqu'un qui est mendiant, qui se plaint, il est repoussant. Et c'est quand on a compris ces deux choses-là, je crois que c'est quand même assez facile de prendre la bonne direction. Qui a envie d'être comme un mendiant? Parce que le mendiant, quoi? Au bout d'un moment, on a pitié de lui, alors on va s'en occuper un petit peu. Au bout d'un moment, on en a marre. Voilà. Et quelquefois, moi, je vois dans la rue même des vrais mendiants, et j'en vois des jeunes qui sont là en train de mendier, mais on se dit, mais franchement, c'est pas le bon plan. C'est pas le bon plan. Que ça soit quelquefois obligé dans des pays du tiers-monde extrêmement compliqués ou quand on est en difficulté, mais même quand on est très pauvre et qu'il se passe des choses difficiles, on peut aller dans une association, on peut essayer de prendre sa vitalité pour faire quelque chose, être créatif. Et je crois que toutes les solutions, elles résident là-dedans. La sexualité fait partie de tout ça, mais aussi comment je me positionne, comment j'utilise mon pouvoir. Est-ce que j'utilise mon pouvoir pour manipuler les autres, pour me faire
pour me faire plaindre, par exemple. Il y a des stratégies, moi j'ai vu ça dans les groupes, c'est hallucinant, les stratégies utilisées les gens pour essayer de manipuler l'autre. Et on pourrait faire une émission entière sur la manipulation dans le cadre des couples, par exemple, en incluant la c'est un sexualité. lieu très C'est privilégié un pour ça. lieu formidable. Mais alors, Oui. on va avoir l'occasion certainement d'aborder ça, parce que je vois que t'es partie là, Sylvie. Ah non, mais moi, tu sais que je pars toujours. Moi, je suis inextinguible. Donc, de 20h à 22h30 pour cet atelier conférence, donc au 8 rue Violet dans le 15e, métro mode Piquet-Grenelle ou duplex. L'ouverture des portes se fait à 19h45. Une participation de 10 euros vous sera demandée qui reviendront à la radio. Vous proposez, Gérard, Sylvie, un stage non résidentiel. Alors, c'est à Paris. Ça se passe au centre Bagvati, pardon. C'est au 49 rue des Partants. C'est dans le 20e. Donc, c'est un week-end du 23 et 24. La question que je vous pose, est-ce qu'on est obligé d'assister à l'un et à l'autre ou est-ce qu'on peut faire une journée individuelle? Ou est-ce que c'est vraiment le week-end? Non. Ce stage se déroule sur 2 jours, donc il y a une progression. Par contre, pour les personnes qui aimeraient découvrir cette approche, on propose un atelier donc, Le 23 au le soir. 23 au soir, le samedi, de 20h à 22h, 22h30 ou plus tard. Où, Il y a une petite participation. Alors quand je dis petite, c'est vraiment cadeau, hein. Donc 20 euros pour ceux et celles qui Voilà. souhaitent s'initier un petit peu à cet atelier de 20h à 22h. Ça sera donc à la même adresse, au centre Bagvati, au 49 rue des Partants, dans le 20e. Voilà. Est-ce Et que je rajoute juste que toutes les informations sont sur notre site écologie-intérieur.com. Donc voilà, où les auditeurs peuvent avoir toutes les informations précises concernant cet atelier, enfin ce groupe de 2 jours. Et en tout cas, pour ce qui est de la thématique de l'atelier du 23 au soir, relation à soi, relation à l'autre dans le cadre du Tantra. C'est intéressant que dans vos ateliers, tu aies fait mention, Sylvie, de pouvoir utiliser la danse pour se rapprocher de l'autre, être en contact avec l'autre. Parce que pour le coup, on parlait de la vague de 68 et des années 70, que toutes les traditions de nos aïeux sont tombées, un mur qui est tombé. Là, c'était plus qu'une vague, hein, c'était un raz-de-marée. Un raz-de-marée, et en même temps de constater que ils n'avaient pas du tout cette peur du contact à l'autre. Je veux dire, il y avait des balles dansant dans Ouais, les communes, les c'est vrai. villages, et être au contact avec l'autre, ce C'est- n'était pas une invitation forcément à la sexualité, et les femmes comme les hommes adoraient inviter à danser, Hum. et alors qu'à l'heure actuelle, C'est-à-dire que la codification des relations était différente. On a un référentiel aujourd'hui qui est vraiment, sinon opposé, au moins extrêmement différent de ça. Il me semble que la société, le monde de manière générale, s'est recentré sur les besoins de l'individu, a exacerbé au fond la solitude, l'isolement, et que une des grandes difficultés de notre temps, c'est de pouvoir aller vers l'autre en restant chez soi, en restant avec soi, en étant relativement disponible, j'allais dire frais, vivant, innocent, euh, sans projection, sans préjugés. Hein. Moi, je pense qu'une des grandes raisons de, de, de la frustration relationnelle que peuvent ressentir nos contemporains vient de cet isolement, c'est-à-dire du manque de relations nourrissantes avec l'autre, et a fortiori avec l'autre différent, c'est-à-dire biologiquement parlant, je dirais l'homme et la femme sont quand même différents dans leur mode de fonctionnement, dans leur psychologie, dans leurs attentes aussi, il y a beaucoup de différences. Et moi, ce qui m'a beaucoup séduit justement dans les propositions du Tantra, c'est de pouvoir me permettre de réinventer, de redécouvrir ce qu'intuitivement je pressentais, mais pour lequel je n'avais pas forcément les clés ni les interlocuteurs, je dirais, décisifs à côté, qui pouvaient me dire, bon, oui, oui, là, ce que tu fais, là, ça, c'est OK. Et donc, après avoir, si j'ose dire, pris un certain nombre de râteaux dans la vie, y compris dans le domaine relationnel, affectif, etc., que ce soit dans le couple, au niveau professionnel, au niveau même des gens de la vie de tous les jours, il y a bien un moment où, effectivement, je me suis posé cette question, mais qu'est-ce qui se passe?
à quel endroit je peux prendre la responsabilité de ce... C'est pas toujours l'autre, je veux dire, qui déconne, pour faire simple. C'est pas toujours l'autre qui dysfonctionne. Il y a bien un endroit de moi-même où forcément je peux regarder que là, bah, je suis peut-être pas si clair que ça, et que si je peux clarifier l'énergie qui passe à cet endroit-là, bah, d'un seul coup, ça va beaucoup mieux. Et moi, j'aime beaucoup cette image empruntée justement au tantra de cette, cet état de mendiant et qu'on pourrait mettre à l'opposé, je dirais, de l'empereur. Hein. C'est-à-dire finalement, enfin, ou si on prend les lames du tarot, c'est un peu la même imagerie. C'est vraiment cette capacité dans sa puissance, plutôt que d'être dans l'attente de l'autre, dans la demande, etc. Et je crois que tout le travail qu'on peut faire, nous, très simplement, c'est d'amener chacun, enfin tous ceux qui sont d'accord et qui ont envie de commencer ce travail, jusqu'à l'endroit où ils peuvent décider d'eux-mêmes, et non plus être décidés par leur conditionnement, ou décidés par leurs désirs, ou leurs projections. Je vais un peu rebondir là-dessus, bien sûr. Quand j'ai parlé tout à l'heure de ce passage absolument incontournable dans la psychothérapie, je pense que c'est essentiel d'identifier à l'intérieur de ces fonctionnements quelles sont les voix qui parlent à notre place. Et c'est ça les conditionnements. Est-ce que je parle en fonction de ce que papa m'a dit quand j'étais petit ou petite, ou ce que maman m'a dit ou pas dit, etc., ou ce que mes professeurs ont dit, etc. Et à cet endroit-là, je n'ai pas mon bâton de parole personnel, parce que je n'ai pas non plus écouté qui je suis. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas pris le risque d'être qui je suis. Pourquoi je n'ai pas pris le risque d'être qui je suis ? Parce que si je prends ce risque-là, je risque d'un seul coup faire des choses, et je risque d'être abandonné par ceux qui me connaissent. Je risque d'être différent soudainement. Donc il y a un passage à faire sur cette prise de bâton de parole, cette prise d'identité, de dire je vais parler en mon propre nom, je ne vais pas parler au nom de mes conditionnements, de mon milieu familial, de même mon milieu, de mon pays, de la France. Moi, j'ai tendance à penser que quels que soient les humains de toute la planète, on a tous des conditionnements quelque part. Et donc, il faut d'abord prendre ce temps, au moins en même temps qu'on chemine dans le tantra, prendre ce temps de regarder à quel endroit on doit rapatrier sa propre autorité. Hein, c'est quelque chose qui est essentiel. Parce que si on rapatrie sa propre autorité, on va libérer un nœud à l'intérieur. À ce moment-là, on va dépasser le stade de la rébellion où on dit « moi je fais tout à fait à l'inverse de ce que papa et maman m'ont dit ». Non, c'est une forme assez immature, on va dire, de prise de position. Ce qu'il faut, c'est dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Ça veut dire je suis déjà capable de m'écouter. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Moi, je vois dans toutes les séances que je fais avec les personnes qui viennent me voir, très peu, je les ai encore jamais vus, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, je m'aperçois que c'est des gens qui ne tiennent pas compte de ce qui est bon pour eux. Ils sont remplis de conditionnements, ils ne s'écoutent pas à l'endroit où les choses qui vont les faire vibrer, qui vont leur donner envie vraiment de se lever le matin, même pour faire des choses des fois dures, il faut travailler, il y a plein de contraintes. Mais si au milieu de ces contraintes, il y a une vraie lumière de dire c'est moi, et je serai capable aussi de me positionner à ce moment-là dans le travail pour pas me laisser écraser, parce que je peux quand même aussi dire non. Si je dis pas non, je peux pas dire oui. Donc je vais être quoi ? Je vais être gris, et je vais simplement être là en train d'être frustré, et je vais être malheureux. Et je crois qu'on a un potentiel de bonheur qui commence déjà au moment où on s'interroge qu'est-ce qui est bon pour moi. Ça me paraît très important. Je vous en faisais part hors antenne. Bon nombre de thérapeutes mentionnent qu'actuellement, donc, les énergies, alors on les appelle comme ça à défaut de pouvoir les nommer exactement, mais en tout cas, des énergies d'ordre féminine, yin, qui sont infusées sur Terre, et ces dernières nous invitent à rééquilibrer justement ces parties yin-yang que nous avons en tant qu'hommes et femmes. Nous avons ces deux énergies en nous, et de notre société qui est sous l'égide du patriarcat depuis bon nombre de siècles maintenant, qui tend donc à recevoir cette énergie yin, cette énergie féminine, de façon à pouvoir, j'allais dire, arrondir. Mais arrondir pas forcément dans le sens où c'est plus doux, mais ça peut être aussi cette énergie féminine, une force incroyable, puisque tu parlais de la terre-mère tout à l'heure, de cette énergie qui monte, qui est force, avec l'énergie consciente du ciel, Père. Donc, quel est votre ressenti pour le coup vis-à-vis de ce que je viens de vous dire, tout simplement ?
Moi, Moi, il me semble, je Vas-y, vais dire vas-y, un petit vas-y. mot. Il me semble que dans le temps auquel on est, dans les temps auxquels on est confronté en ce moment, effectivement, se dessine de manière plus lisible la présence d'infusion d'énergie féminine. Mais pour moi, ça me paraît tellement évident parce que c'est juste une régularisation d'une congestion énergétique plus grande que celle qui s'exprime au niveau individuel. Je ne pense pas qu'il se passe autre chose à l'extérieur qui ne s'est déjà passé à l'intérieur. Et c'est parce que bon nombre de personnes, depuis quelques dizaines d'années, se sont mis au travail, alors dans des domaines différents de ce qu'on propose, enfin, ou connexes, et tout ce travail en fait de rumination, de mâchonnage intérieur, a permis une ouverture réelle. Euh, D'abord une prise de conscience, effectivement, d'une dominance, on va dire, de l'énergie masculine, qui a tendance, de manière extrêmement mondiale, à comprimer l'énergie féminine. Alors ça, on peut le voir à l'extérieur, mais il suffit de regarder à l'intérieur pour savoir, à l'intérieur de nous, j'entends, en dessous de notre psychologie, en dessous de notre espace de désir, vraiment en émergence, là, en tampon entre la source et nos premières manifestations, je dirais, individuelles, que voilà, ça existe là. Donc cet espace finalement de réintégration du féminin est juste, pour moi, la manifestation naturelle d'une régulation d'un flux plus grand et qui, par chance, je veux dire, se passe maintenant. Donc on voit ça sous nos yeux, on a plein de témoignages, et je pense qu'on est tous très heureux, au moins tous les trois, de pouvoir faire ce travail, de faciliter ça. Alors, je vais dire ça à ma façon. Euh, voilà, comme je l'ai déjà dit un certain nombre de fois quand je suis venue ici, j'avais parlé de ce fameux Jacques Breillard qui nous avait parlé de l'alchimie de l'histoire. Or, il semblerait qu'on soit, de la vie générale des sages depuis de nombreuses années, à un passage apocalyptique où, comme pourraient le dire les Mayas, le dernier cycle, etc. Et Breillat représentait ça par une pyramide, n'est-ce pas? Et on est tout à fait en haut de la pyramide. Et en haut de cette pyramide, il y a un passage très étroit. Voilà. Et ce passage très étroit est un passage qui va après se réouvrir Comme un sur sablier. le prochain, comme un sablier, hein, sur le prochain cycle. Donc il est évident qu'au moment où l'énergie va s'engouffrer dans le sommet de cette pyramide, elle va être répercutée sur les parois symboliques, on va dire, mais énergétiques de cette pyramide d'une façon très intense. C'est pour ça qu'on dit que l'Apocalypse et toutes ces périodes-là sont des périodes accompagnées de beaucoup de chaos, hein, et de beaucoup de changements et de beaucoup de brassages et beaucoup de mutations. Et donc on est dans une période d'intense mutation où effectivement, et c'est très imagé, moi je suis, comme tu dis, une artiste, donc je visualise beaucoup, pour passer dans un goulot d'étranglement. Qu'est-ce qui passe le mieux dans un goulot d'étranglement? L'eau. Voilà. L'eau, c'est quoi? C'est le yin, c'est le féminin. Donc on est dans un moment où il est essentiel de féminiser l'énergie de façon à ce qu'elle passe dans ce goulot d'étranglement. Or, on a été dans une hypermatérialité. Ça se monte, on imagine toutes ces plaques tectoniques, plaques qui bougent, ces tsunamis avec l'eau qui arrive, qui balaye tout, d'une violence hallucinante, ces tours du 11 septembre, là, balancés par des avions, et ça c'est quoi? C'est l'arrogance du yang, hein, qui est comme Tour ça. de Babel, hein, quelque part. Oui, c'est la carte 16 des tarots, c'est pareil, c'est Ouais, la maison Dieu. l'arrogance, hein, la maison Dieu qui frappe la tête de la tour. Et je crois qu'on est comme ça, toujours moi de mon point de vue très énergétique, dans une phase d'obligation, de fluidification de cette densité yang. Donc d'amener beaucoup de fluidité, beaucoup d'eau, de façon à ce que ce qu'on dit, ce qui passe pas va casser, quoi. Et ça va dans le comportement psychologique, ça va dans l'assouplissement de nos convictions, ça va dans tout ça. Et on voit, moi j'ai connu des gens que j'ai vus réellement mourir par excès de rigidité. Un jeune homme en particulier que j'ai eu l'occasion de fréquenter, qui était qui est tellement psychorigide, il était dans une situation tellement ingérable pour lui, impossible
à résoudre, pour pouvoir muter cette situation, il a fallu qu'il meure. Donc voilà, il est tombé dans une crevasse, hein, parce que c'était un guide de haute montagne. Voilà. Et moi je l'ai interprété comme ça. C'est son incapacité à fluidifier son énergie et à passer cette épreuve dans laquelle il était, c'était où ça passe, où ça casse. Et ça a cassé. Et pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Et je ne veux pas faire comme un peu l'oiseau de mauvais augure, parce que je pense que les façons de se fluidifier, elles existent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas la mesure de l'importance de cette fluidification. Et de l'urgence. Et de l'urgence. C'est pour ça encore, je reviens Sans tomber toujours dans le catastrophisme ou leur faire peur. Hein. C'est pas du tout la Voilà. question. Et donc, je pense que tous les facteurs aggravants de toutes les maladies qu'il y a de manière cataclysmique en ce moment, de tous ces cancers, de toutes ces choses, on ne peut pas tout imputer, bien entendu, là-dessus. Il faut être raisonnable. Mais il y a quand même une partie psychologique qui est grandement impactante sur l'état de santé des humains, en tous les cas. Hein. On ne peut pas mettre que la pollution, mais il y a aussi vraiment cette compréhension qui manque totalement par rapport à ce niveau, historiquement, cette période dans laquelle on est maintenant. Gérard, tu mentionnais tout à l'heure de notre société qui a justement développé l'individualité et donc à favoriser quelque part pour ne plus avoir cette vision grégaire de la communauté et de vivre pour la communauté, comme peut-être la Chine est encore en train de... Enfin, il y est, mais s'ouvre justement à cette individualisation et de la force qu'on peut avoir en soi, de se découvrir soi et d'être responsable de sa vie, de prendre sa vie en main, et de son destin, je dirais, d'être créatif par soi et non pas par les autres. Il y a en même temps de notre société occidentale, à travers cette individualisation à l'extrême, donc cette coupure du lien avec les autres, avec les voisins et autres, dans nos relations à l'autre. Donc on peut effectivement se demander, puisque tu mentionnais que l'intérieur et l'extérieur, c'est la même chose, dans quelle mesure on s'est coupé nous aussi de nos ressentis. Vous parliez tous les deux de cette reconnexion à travers le tantra à nos énergies, à nos ressentis. Et j'aimerais qu'on puisse développer un point particulier à travers justement cette individualisation. Lorsque on voit notre société de consommation, le nu, la femme, la relation à l'autre, j'allais dire l'objet sexuel, la marchandise, voilà. On n'est plus vu comme étant peut-être un sujet, soi-même, et puis l'autre comme étant un autre sujet, avec lequel il va falloir composer, mais c'est je suis le sujet et l'autre est l'objet. Et j'en fais ce que je veux. Et j'avais pris c'était même pas un documentaire, un reportage comme ça, je ne sais plus sur quelle chaîne de télévision, où c'était des jeunes adolescents qui étaient réunis dans un bar et on leur posait des questions justement sur le rapport qu'ils avaient les uns avec les autres dans le cadre de la sexualité. Et un jeune homme a dit, bah, de toute façon, c'est pas compliqué, on a envie de se faire du bien, l'espace d'une nuit avec une femme, et puis si c'est pas elle, ça sera une autre, etc. Et puis quand c'est terminé, et puis on passe à une autre. Et... Bref, la consommation. Et j'étais un peu étourdi quelque part par ce que disait ce jeune homme de 18-17 ans. Et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Finalement, à travers le tantra, puisqu'on parlait de liberté sexuelle, est-ce que, en même temps, je rajoute l'élément que tu nous as donné, Sylvie, tout à l'heure, où vous voyez tous les deux beaucoup de couples qui viennent, qui sont justement dans ces schémas, conditionnements répétitifs, où finalement on divorce, on se sépare, on a des enfants, et puis on recommence toujours quelque part un peu là où on s'en était arrêté précédemment, et ainsi de suite, et ça continue. Donc rien n'est solutionné, on ne fait que répéter des schémas, il y a l'apparence des formes qui changent, mais le fond du problème énergétique, ce blocage reste le même. Donc j'aimerais saisir ou comprendre comment l'approche du tantra peut nous aider dans le cadre d'une relation, que cela soit en couple, et est-ce que être en couple, ça veut dire forcément aller voir ailleurs ou pas? Qu'est-ce que ça implique dans cette relation énergétique de la relation sexuelle? Là, il faut au moins un minimum un week-end, 2 jours. Désolé. Pour aborder les différents points de ce que tu évoques. Mais pour revenir peut-être sur des choses simples, il me semble que le premier point, c'est déjà de faire la différence entre liberté et libération. C'est-à-dire que la notion, par exemple, pour rester dans le contexte de la sexualité, de liberté sexuelle, si je comprends bien,
La proposition, c'est, entre guillemets, d'avoir des relations sexuelles avec qui on veut, quand on veut, sans état d'âme, etc. Ça, pour moi, c'est une façon très schizophrénique de fonctionner, et notamment dans le système d'énergie. C'est être très peu conscient de ce que c'est que l'énergie qui transite par la relation sexuelle. Donc, l'autre aspect, ça serait d'essayer d'imaginer une solution qui amènerait plus la personne, elle-même, d'abord en tant que personne, dans un processus où son énergie serait beaucoup plus libre. C'est ce que je pourrais appeler la libération. C'est-à-dire que cette énergie de vie, racine, elle plonge dans le collectif, d'accord? Comme un arbre qui plonge ses racines dans la terre, qui va puiser son eau, sa terre, sa nourriture, enfin tous les éléments dont il a besoin pour se construire. Lui, il va exister dans sa verticalité. En tant qu'arbre, il existe en tant qu'individu. Le même arbre à côté va lui aussi plonger en fait dans la même terre, dans le même collectif, mais au fur et à mesure que ces deux arbres vont pousser et grandir, chacun va spécifier, si j'ose dire, un développement précis en fonction de l'étage dans lequel il est, en fonction de son histoire, sa graine, qui il est en tant qu'arbre. Un chêne va forcément produire un arbre avec un grand fût, et va éloigner d'une certaine manière les autres arbres. On voit bien en forêt que sous un chêne, il n'y a rien qui pousse. Par contre, à la périphérie, oui. Et moi, j'ai le sentiment que dans les relations humaines, c'est un peu la même chose. Les échanges se font toujours entre deux individus. Les échanges de qualité se font toujours entre deux individus conscients de leur puissance et conscients de l'existence de l'autre. La relation, elle existe dans l'espace, finalement, entre ces deux arbres. La nature, elle, arrange... alors on peut trouver ça cruel, on peut trouver ça dommage que les petits arbres n'arrivent pas à se développer, etc. Mais dans l'ensemble, la nature produit quelque chose qui fonctionne. Ou les échanges, que ce soit oxygène, chlorophylle, enfin azote, carbone, etc. Tout ça s'organise assez bien. Il me semble que chez l'humain, c'est possible de faire la même chose, à condition, en premier lieu, de s'occuper de soi, de s'occuper de ses racines, de s'occuper de son tronc, de s'occuper de ses branches, de sa sève circulante. Et à ce moment-là, il peut se passer quelque chose. C'est-à-dire que l'arbre peut commencer à abriter des petits animaux, il peut servir d'abri pour les écureuils, pour les oiseaux, etc., qui eux vont faire leur boulot finalement, d'aller amener les graines ailleurs, etc. Donc là, on rentre dans un système qui est pyramidal justement d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est sur cette base du développement collectif que l'individu peut exister et mettre en place un système d'échange avec son environnement qui soit respectueux et efficace. Ben oui, c'est l'idée bien entendu de ce qu'on cherche à développer dans cette prise de conscience. Maintenant, pour répondre un petit peu à certains aspects de ta question sur la consommation de l'image, que je trouve personnellement aussi extrêmement dégradante et très choquante, mais qui est largement pratiquée dans la publicité en particulier, et on sait dans les médias divers à quel point les enfants, les jeunes, ou même les moins jeunes, peuvent être affectés par cet impact visuel. Moi, je prends le métro très souvent et je vois les affiches, comment s'envoyer en l'air pour le moins cher et le plus rapidement, avec, je sais pas, je ne vais pas en plus les nommer parce que je pense qu'ils ont atteint leur but avec cette campagne de pub. Et l'image de la femme, dès que moi j'ouvre Elle Magazine, Vogue, ou même maintenant Psychologie Magazine, ou les parfums à la télé, où on vous vend de pseudo-érotisme de petites gamines qui ont à peine 14 ans. Et tout ça extrêmement, extrêmement conditionnant aussi pour tous ces jeunes qui voient ça. Et quand ils disent que moi, je vais prendre une fille et puis je vais juste comme ça passer un bon moment avec elle et puis après j'en prends une autre, ils sont complètement conditionnés à faire ça puisque c'est ce qu'on leur montre en permanence. Donc moi, je trouve ça normal qu'ils soient en perdition. Cela dit, je pense qu'il y a un âge pour expérimenter ce genre de choses. On ne peut pas demander à un jeune homme ou à une jeune fille de 16 ans ou de 18 ans de faire du tantra. Moi, je dis ça souvent aussi. Ça, c'est vraiment revenir à l'âge où l'ego est à peu près structuré, c'est-à-dire, à mon avis, vers 20 ans, 21 ans, où on peut commencer à se poser des questions sur la sexualité parce qu'on a déjà commencé à faire des expériences de cette découverte. Donc l'espèce d'hyperconsommation que peut avoir un jeune homme ou une jeune fille, le problème c'est qu'ils le font
certainement de façon assez brutale et enfin, difficile vu le conditionnement des images dans lequel on vit actuellement, que ce soit les jeux vidéo, la télévision, la violence, les films, etc. Donc je comprends que ça soit très attristant et que tu aies été choqué d'entendre un jeune homme de 18 ans dire ça. Et je crois qu'il faut quand même être raisonnable et d'imaginer que ces gens-là vont commencer à se poser des questions, si tant est qu'ils s'en posent, à un moment donné un petit peu plus tardif de leur vie. Maintenant, on pourrait dire critiquer ceux qui fabriquent toutes ces images, on n'en finirait plus, quoi, hein, puisque, comme dirait Servan Schreiber, il faut bien vendre de la publicité pour pouvoir passer des articles intéressants dans Psychologie Magazine. Moi, je ne suis pas à fond d'accord là-dessus, mais enfin, c'est comme ça que marche le business. Voilà, même Ce type de business. ce type de business-là, même maintenant, anciennement Clé, qui était quand même un magazine superbe, est devenu, anciennement Nouvelle Clé est devenu Clé maintenant, et c'est pareil, on nous raconte des mensonges publicitaires toutes les 2 pages, en nous disant c'est obligé pour pouvoir écrire des articles intelligents à côté. Moi, j'ai du mal à gober ça personnellement. Hein, moi, je viens ici à la radio, ici maintenant, ça fait 30 ans que ça existe. Il y a une parole libre, on ne nous fait pas manger des mensonges entre 2 moments de temps de parole, à ce que je sache. Et pourtant, vous existez, et pourtant, le lieu tient. Il y a quelques bons résistants dans l'endroit, c'est vrai. Mais moi, je crois à ça. Je suis aussi une idéaliste. Et j'ai discuté, on est en train d'éditer un livre, j'ai discuté avec des gens qui s'occupent de la régie publicitaire du Figaro et qui m'expliquaient à quel point voilà, on était obligé d'en passer par là. Moi, je prends un grand point d'interrogation parce que finalement, peut-être on pourrait aussi faire de la publicité dans la nouvelle version de Clé en promouvant les nouvelles énergies libres, en promouvant les engrais bio, en faisant de la promotion pour une meilleure éducation dans ci, dans là. Et peut-être on ne serait pas obligé de faire un journal aussi joli, mais on pourrait faire paraître un journal qui aurait une forme de déontologie tout de même. C'est pas forcément impossible. Il y en a qui le font, mais c'est extrêmement difficile d'avoir accès parce qu'il y a encore cette espèce de mainmise, j'allais dire, de Satan sur les. Je suis un peu direct. Hein. Satan, bon, c'est un ange, hein, mais c'est un ange un peu déchu dans la matière. Voilà. Lucifer, oui. Oui, Lucifer, c'est pareil. Hein. Lucifer est charmant, sûrement il doit être très beau et très séduisant, mais simplement il est un peu déconnecté. Avec nous aujourd'hui Sylvie Carlet et Gérard Longuet. L'une est artiste, l'autre ostéopathe. Ils sont tous les deux ici et maintenant pour nous parler de la voie tantrique. Pour en savoir plus, voici 2 numéros de téléphone. Celui de Sylvie, le 06 85 71 48 63, que je répète, le 06 85 71 48 63. Le numéro de téléphone de Gérard, le 06 08 73 77 23, le 06 08 73 77 23. Le site internet www.écologie-intérieur.com, écologie- le tiret c'est la touche 6 de votre clavier, intérieur.com. Les informations que je vais vous donner tout de suite, vous pouvez les retrouver sur le site internet. Alors, le premier événement que Gérard et Sylvie vous proposent, c'est un atelier conférence ce soir dans les locaux de la radio au 8 rue Violet, dans le 15e arrondissement, métro mode Piquet-Grenelle ou duplex. Ça se passe à 20h, de 20h jusqu'à 22h30. L'ouverture des portes se fait à 19h45. L'occasion pour vous justement d'arriver, de poser vos questions, d'être confronté quelque part à vous-même, à vos blocages. Que cela soit déjà d'une part dans cette considération du tantra dans la voie individuelle comme dans la voie de la relation à l'autre. Gérard et Sylvie vous proposent un stage alors non résidentiel, donc pas l'occasion pour vous de pouvoir vous loger, si ce n'est peut-être des hôtels ou autres selon de l'endroit où vous venez. C'est un stage qui a lieu à Paris au centre Bhagwati, qui se trouve au 49 rue des Partants dans le 20e, le week-end du 23 et 24 juin. Pour ceux qui souhaitent, j'allais dire, découvrir le tantra, un atelier aura lieu le 23 juin au soir. C'est ouvert à tous de 20h à 22h, 20 € pour découvrir le tantra. La thématique qui sera abordée pour cet atelier, relation à soi, relation à l'autre dans le cadre du tantra. Fin de cette deuxième page promotionnelle.
Sylvie, Gérard, je vais ouvrir le standard pour les auditeurs et leurs questions. Le 08 92 23 95 20. Le 08 92 23 95 20. Je reviens, Sylvie, sur ce que tu as dit au tout début de l'antenne, sur finalement, dès le moment où tu t'es ouvert via un enseignant sur ce qu'est le tantra et de l'avoir expérimenté dans ton corps. Difficile, effectivement, par la suite, quand tu reviens, j'imagine, en France, de pouvoir envisager une relation avec un homme ou une femme, je ne sais, avec ce regard justement de cette conscience de vouloir approcher l'autre ou pouvoir développer une voie commune avec l'autre dans cette notion du tantra ou des énergies ou de la relation et de ce que ça implique dans la relation. Le tantra, c'est pas tant une pratique aussi en soi, c'est aussi dans le cadre de la relation. Qu'est-ce que je fais de la relation? Comment je me positionne dans la relation? Ce qui est extrêmement important. Donc, toi qui avais connu, entre guillemets, la solitude au tout début quand tu étais avec les bouddhistes tibétains, on pourrait se dire que finalement, de t'ouvrir à cette potentialité qu'est le tantrisme peut aussi fermer des portes quand on va dire, bah oui, mais je peux pas, entre guillemets, me mettre en relation avec n'importe qui, pour le coup, au vu de ce que je connais de moi-même et comment je fonctionne. Alors, j'en reviens à... Je fais Alors, je sais que mes questions sont longues, je suis désolé, mais c'était pour introduire la chose. Parce que Gérard, pour répondre à ma question sur finalement de l'autre en tant qu'objet, des personnes autour de moi me disent bah, effectivement, c'est difficile dans le cadre d'une relation d'avoir le sentiment, même si la relation sexuelle en tant que telle se passe bien, que c'est doux, c'est harmonieux, etc. Mais d'avoir le sentiment, quand même, à la finalité, d'avoir le sentiment d'avoir été un objet. Mhm. De, voilà, alors Tu me poses la question à moi, c'est ça? À voilà, nous deux. je la balance comme ça, balance. et vous l'accrochez, Oui, vous Oui, la prenez, vous en faites. on va rebondir. on va rebondir. Bah, comme tu me l'as demandé à moi, c'est évident que je pense qu'il faut aborder aussi avec une certaine humilité ce chemin, dans le sens de ne pas se mettre la barre trop haute non plus. Euh, je vais recommencer simplement à dire que on ne peut pas forcer quelqu'un à aller dans cette voie-là, c'est impossible. Et donc, vraiment, la rencontre peut se faire, entre guillemets, avec un partenaire tantrique que si la personne est consentante pour ce genre de cheminement. Il y a des gens aussi, on pourrait imaginer, qui sont très satisfaits de leur vie sexuelle telle qu'elle est. Et tant mieux pour eux, et c'est très bien s'il n'y a pas de frustration, si la femme se sent bien, etc., si elle se sent nourrie. Et Dieu merci, j'espère que quand même il y a des couples qui fonctionnent bien. Forcément. Tout le monde n'a pas non plus d'aspiration à réenfanter son esprit, à retourner de là où je viens, comme dit Barry Long, qui est un grand maître du tantra décédé récemment. Il dit, voilà, l'amour et le tantra, c'est pareil, parce que l'énergie d'amour, l'énergie du tantra, c'est retourner de là où je viens. Voilà, donc c'est l'amour universel, c'est l'amour avec un grand A, dans lequel on peut mettre tout, la créativité, tout est inclus dans cette notion-là, y compris dans notre propre corps, de nos polarités masculines et féminines, ou yin et yang, ou plus et moins. Voilà, on va dire tout est inclus dans cette idée-là. Maintenant, le partenaire idéal, on pourrait dire que je pense qu'il faut arrêter de chercher le partenaire idéal. Il faut surtout essayer de vivre des moments qui nous remplissent, vivre des moments qui nous rendent cohérents, on va dire, par rapport à ça. Et chacun a peut-être son niveau de cohérence à un endroit différent. Moi, j'ai rencontré aussi des femmes qui avaient eu des grandes périodes de latence sans sexualité, pour qui c'était très important d'avoir une sexualité très normale, on va dire, basique, sans aucun jugement de négatif sur ce que peut être une sexualité basique. Et puis des femmes qui, au contraire, avaient eu une sexualité très trop au niveau du sexe, et qui étaient saturées, et qui avaient un espèce de vide au niveau du cœur, et qui avaient... Donc, j'ai vu quand même des tas de personnes très différentes, avec des histoires très différentes. Je crois qu'il faut surtout replacer le respect du sexe, et bien se dire, et c'est pour ça que je vais faire mon petit mea culpa par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure vis-à-vis des images dans les magazines,
vis-à-vis de Monsieur Servan-Schreiber que j'ai noté. Et je m'en excuse si j'ai dit des choses un peu fortes à ce sujet, mais des fois je suis un peu énervée quand je vois l'utilisation de l'image de la femme, parce que mon idée, c'est que l'endroit du sexe est un des endroits les plus sensibles de l'humain, mais aussi bien pour l'homme que pour la femme. Et que quand on met de la violence sur ces images-là, on rajoute une couche supplémentaire de difficultés pour les humains. Voilà, dans l'idée de renouer entre le sexe et le cœur, parce que l'homme a autant besoin de la femme, même si dans son fonctionnement reproductif, il est émissif, agressif, etc., ce qui est normal à la base pour la reproduction de l'espèce. Dans le fond de son âme et dans le fond de son existence spirituelle, il est tout aussi sensible à l'endroit du sexe que la femme. Et donc l'homme, il va être, quand on l'amène à avoir un regard lascif sur une image d'une jeune fille pour vendre un parfum, je pense qu'on le violente aussi. On le violente parce qu'on lui fait faire quelque chose pour lequel il va se sentir coupable après. En plus, d'un côté, on va lui montrer quelque chose de beau. On va utiliser l'énergie, même si elle est visuelle, de la beauté, pour lui vendre quelque chose à consommer. Et en fait, c'est vraiment la mauvaise direction. C'est-à-dire que cette direction-là, c'est la direction vers l'objet. Et forcément que ça conditionne après les comportements. Voilà. Alors que l'idée, ce serait plutôt de mettre en lumière l'espace du sujet, pour que le sujet dans cet espace se développe, s'épanouisse, rencontre aussi son désir. Parce que quand j'entends ce que Sylvie dit, ça me fait réellement penser que l'espace du sexe, l'espace de la sensualité est aussi nourri de très beaux désirs. Ce n'est pas que de la consommation, de la violence, de la projection masculine d'une violence totale. Il y a aussi chez les hommes des espaces de vulnérabilité, de douceur, de questionnement. Il n'y en a pas que des réponses. Ouais. Et quelquefois, moi j'ai entendu des hommes se sentir très violentés par des fonctionnements extrêmement agressifs des femmes, c'est-à-dire très masculinisants, très masculinisés, puisque c'est ça qu'on dit aux femmes maintenant, soyez comme des hommes. Alors les femmes, elles deviennent comme des hommes parce qu'elles se disent c'est comme ça qu'il faut être, donc il faut avoir une sexualité très agressive comme ça. Et ça, pour certains hommes, c'est extrêmement agressant. Donc il y a les deux. il y a vraiment les deux, même si dans le principe, et je crois que pourquoi moi je suis aussi agressive quand il s'agit de toutes ces questions d'image, c'est parce que je pense que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui m'a beaucoup touchée. Peut-être j'ai été aussi l'objet de beaucoup de ce genre de convoitise sur ma propre image, et j'ai été abusée quand j'étais très jeune par rapport à mon image parce que j'étais une jolie très jeune fille, et que voilà, et que je me suis retrouvée avec un homme plus âgé, que je me suis retrouvée voilà à 22 ans avec 3 enfants, et qu'il fallait que je m'en sorte, et que c'était dur parce que voilà, parce que cette faille de l'image, et je crois que dans ma propre chair j'ai été très très blessée par ça. Et c'est pour ça que j'ai vraiment la rogne, quoi, quand je vois qu'on se sert de ces images-là pour vendre. Même si on me dit que c'est incontournable parce que la société marche comme ça, j'ai dans mon rêve un endroit qui me dit non, ça peut peut-être être autrement. Et j'ai envie de conserver cet espoir-là. Voilà. 08 92 23 95 20 pour poser vos questions. Dépêchez-vous, sinon ça sera lors de l'atelier conférence, puisqu'il reste 5 bonnes grosses minutes avant la fin de cette émission. Alors, hommes, femmes, on fonctionne différemment. Nous n'avons pas forcément effectivement les mêmes envies, les mêmes désirs. Dans le cadre de la relation, comment je dirais, y a-t-il frustration? Enfin, c'est ça. Est-ce qu'il y a des attentes dans le cadre de la relation tantrique? Comment faire part à l'autre de ses désirs? Est-ce que justement le fait de faire part de ses désirs, ça peut être, je prends des exemples, hein, une fellation ou une certaine position, et l'autre de dire ah non non non, ça c'est pas tantrique entre guillemets, je ne m'attacherai qu'à être là, je reçois, je parle pour la femme, et puis voilà, mais je ne ferai pas de ce que entre guillemets on peut voir ailleurs, dans des films porno, etc. C'est sale, voilà, entre guillemets, puisqu'on parlait encore une fois de l'image, ce qu'elle véhicule, mais l'image, au-delà de ce qu'elle véhicule, peut tout simplement aussi mettre en avant des choses qui sont naturelles. Après, c'est quelle intention on y met derrière.
Je ne sais pas. Donc comment est-ce qu'on envisage ça entre l'homme et la femme? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il s'agit de parler? Est-ce qu'il y a une place au verbe, j'allais dire? Moi, j'aurais envie de partir d'une des instructions de base pour moi de ce qu'est la philosophie pratique du tantra. Tu citais Barry Long tout à Mm. l'heure, qui a, dans un de ses ouvrages où il décrit comment faire l'amour de manière divine, c'est le titre du livre. Euh, pour résumer, il décrit que faire l'amour, ça commence par simplement respirer ensemble. Donc on n'est même pas au stade de la parole, de la demande, etc. Mais d'être déjà dans cette espèce de proximité, de sécurité, de confiance, donc de l'homme, de la femme, enfin du partenaire avec lequel on se trouve, et d'être simplement là, dans cette respiration, chacun la sienne, puisque chacun respire pour lui, hein, mais il y a un espace qui se crée, une vague de respiration commence à se révéler, Oui. et chacun sait que c'est dans l'espace de l'air, si j'ose dire, que les parfums, les phéromones commencent à s'éveiller. Donc là, on va sentir, je ne sais pas, alors pour l'homme peut-être est sensible à ce qui se passe dans la chevelure de sa compagne, elle ailleurs, enfin je ne sais pas, des petites choses comme ça. Et progressivement, on peut très bien imaginer que la relation commence à se construire, sans pour autant que dans les 18 secondes et demie qui suivent, on passe dans une position, si j'ose dire, du Kama Sutra, la page 118 du manuel efficace. Euh, donc pour moi, c'est vraiment très, très fin dans la mesure où la relation, elle se construit progressivement. Et je repense à quelque chose que tu évoquais tout à l'heure dans les groupes, par exemple, où on va faire une expérience, par exemple. Alors, prenons celle de respirer ensemble, debout, habillé, à une certaine distance. Et une distance peut-être, allez, admettons 30 cm, 20 cm, que ce soit confortable pour chacun, face à quelqu'un, deux personnes qui ne se connaissent pas. Elles vont simplement être là, tranquilles, à respirer ensemble. Juste sentir qu'il y a une vague, voilà, qui les anime, quelque chose qui commence à naître entre eux. Peut-être, premier exercice, il ne se passe rien du tout. Et la personne va se dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je m'emmerde. J'aurais mieux fait de regarder le match de la Coupe d'Europe à la télé, enfin machin, ta. Bon. Et puis, elle passe à la personne suivante. Elle a plus d'attente à cet endroit-là, puisque avec la première, il ne s'est rien passé. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose de frais, une sorte de vent qui se lève comme ça, une espèce de fraîcheur, un regard, et simplement, il ne se passe rien d'autre que ça. Et puis la troisième personne, une espèce de répulsion. On va dire, oh, là, je peux pas, là, il faut que je me mette à 1,50 m parce que je ne supporte pas. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est ce flux, au fond. C'est la prise de conscience du flux relationnel, du flux d'énergie qui s'exprime Mm. d'un individu à l'autre et qui est différente dans chaque relation. Alors après, et j'en termine avec ça, après quand on choisit de manière plus spécifique, plus intime, d'être avec une personne qu'on va choisir, bon, alors on peut aller évidemment dans une intimité plus sexuelle, plus profonde, etc. Mais je pense qu'il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas, dans la provision du tantra, de partir comme un fou ou comme une folle, faire l'amour avec 25 ou 30 personnes sans savoir. C'est pas notre propos. Nous, notre propos, c'est de reconstruire en fait ce système relationnel à partir de l'authenticité de nos relations, à nous-mêmes et du coup à l'autre. Enfin, j'embraye sur ce que dit Gérard. Barry Long dit les corps savent. Et en fait, c'est cette espèce d'un seul coup, le fait de ne pas faire, parce qu'il dit ne faites rien. Le fait de faire, en fait, c'est comme si dans le faire, on est très agressif. Dans le non-faire, le champ d'énergie dont on parle depuis le début, de la source, Le non-agir. et c'est pour ça que c'est là où c'est important de regarder à quel endroit on a l'énergie qui circule pas. Quand l'énergie circule, si on la laisse circuler, à ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle, nous, cette vague d'énergie. Il va y avoir un flux d'énergie qui va se mettre en route naturellement parce qu'il y a des contacts électriques entre l'homme et la femme qui vont se mettre à tourner. Et il va y avoir un mouvement d'énergie qui va s'amplifier du fait qu'on va on va se détendre, on va le laisser passer. Et à ce moment-là, si le feu se met bien en route, l'endroit du sexe, c'est comme un feu sur lequel on souffle.
on va souffler un petit peu sur le feu et on va laisser toute l'énergie qui a été chauffée par le sexe alimenter ce mouvement, jusqu'à ce que effectivement on puisse découvrir plein d'espaces de soi qui vont s'ouvrir jusqu'à justement la porte de la non-dualité. On peut donc expérimenter des choses extraordinaires d'expansion de la conscience, en fonction des chakras, si ça monte jusque-là, des visions. En fait, à ce moment-là, c'est l'énergie qui joue et on est complètement dans une autre dimension. C'est pas on fait l'amour, c'est l'amour qui nous fait. C'est complètement autre chose. Et c'est pour ça que c'est un mode très différent. Le mode reproductif de faire l'amour, c'est pas en triturant ce truc-là dans tous les sens qu'on va arriver au tantra. Au contraire, c'est en prenant cette dimension du non-faire au départ qui va laisser l'énergie, elle, s'activer. Enfin, on va rentrer dans la porte du temple, c'est ce que je dis, et non pas tout le temps vouloir faire que la porte du temple soit la plus belle. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui pense que la pornographie est intéressante, parce que je pense que c'est essayer d'enjoliver la porte du temple. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir la porte du temple. Et pour ouvrir la porte du temple, il faut au contraire essayer de dissoudre un peu cette porte, de façon à ce que l'énergie elle-même se mette à faire le travail d'elle-même. Personne ne donne une injection à un arbre pour qu'il pousse. Il pousse parce qu'il est dans le flux vital naturel. Voilà, il n'y a rien d'artificiel qui est fait pour que l'arbre pousse. Et ben, dans le tantra, c'est ça. Le tantra, c'est laisser cette énergie naturelle circuler. Le seul travail qu'on a à faire, c'est essayer d'enlever, essayer d'améliorer l'endroit où il y a des obstacles, l'endroit où il y a de la constriction, et l'endroit. Et c'est pour ça que je dis, on fait de la plomberie, parce qu'on doit déboucher un petit peu tout ça de façon à ce que l'énergie naturelle de la vie puisse circuler en nous. Donc il n'y a pas d'histoire de position, il n'y a pas d'histoire de fellation ou de machin comme ça. Si à un moment donné, dans le mouvement, il y a certaines choses de la sexualité qui viennent, il n'y a absolument aucun problème avec ça, du moment que ça reste dans ce mouvement quasiment du non-faire. Mais c'est pas parce qu'on va faire ci comme ça, qu'on va se mettre... Tout ce que les humains essayent d'inventer pour rendre la sexualité créative, pour moi, va tout à fait pratiquement à l'encontre de l'énergie du tantra. Avec nous aujourd'hui Sylvie Carlet, Gérard Longuet. L'une est artiste, l'autre ostéopathe. Ils sont venus tous les deux aujourd'hui pour nous parler du tantra. Vous souhaitez en savoir plus, voici 2 numéros de téléphone, un site internet. Le numéro de téléphone de Sylvie, le 06 85 71 48 63. Le 06 85 71 48 63. Le numéro de Gérard Longuet, le 06 08 73 77 23. 06 08 73 77 23. Le site internet dans lequel vous retrouverez toutes les informations que je vais vous donner par la suite sur les événements, www.écologie-intérieur.com, écologie- le tiret la touche 6 de votre clavier, intérieur.com. Gérard, Sylvie, vous proposez aux auditeurs donc ce soir un atelier conférence qui a lieu au 8 rue Violet, dans les locaux de la radio, dans le 15e arrondissement, métro Mode Piquet-Grenelle ou Duplex. Ça commence à 20h jusqu'à 22h30. L'ouverture des portes se fait à 19h45. Une participation de 10 € vous sera demandée, qui reviendront à la radio. Alors bien entendu, l'occasion pour vous justement d'approfondir, d'être confronté à vos propres blocages, dans le cadre de la relation à vous-même, voire la relation à l'autre, voire dans le cadre de la relation sexuelle, bien entendu. Sylvie et Gérard vous proposez aussi un stage qui aura lieu à Paris. C'est au centre Bhagavati, c'est au 49 rue des Partants, dans le 20e, le week-end du 23 et 24 juin. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent rien au tantra, là aussi vous proposez un atelier qui aura lieu le 23 au soir, ouvert à tous, de 20h à 22h, 20 € seulement pour découvrir ce qu'est le tantra, avec des exercices concrets qui puissent vous aider. La thématique, relation à soi, relation à l'autre, dans le cadre du tantra. Fin de cette dernière page promotionnelle. Sylvie. Oui, juste un petit mot par rapport à s'il y a des personnes qui étaient intéressées pour les 2 jours 23-24, il faut qu'ils nous appellent avant, qu'ils ne viennent pas directement rue des Partants. On est obligé de s'organiser. Voilà.
Bien sûr, et pareil pour l'atelier aussi, parce qu'en Oh, nombre de personnes, je ne sais pas. bon, à l'atelier, c'est un petit peu moins grave, à moins C'est mieux quand même mais d'avoir au c'est moins un petit échange téléphonique ou avant, voilà, ou un petit ou un email mail, ou c'est un quelque chose. minimum. Voilà, merci beaucoup. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Merci Merci, Et beaucoup, je vous Laurent. Laurent. remercie de votre venue et de nous avoir permis de mieux saisir, comprendre ce qu'est le tantra. Je vous dis donc à bientôt. Au revoir, Au Laurent. Au revoir, revoir. Merci merci. beaucoup. La suite de nos programmes sur ici et maintenant.com, puisque nous quittons la bande FM, l'occasion pour vous d'écouter ou de réécouter l'émission qui avait lieu hier soir, Les états modifiés de conscience avec Daniel Goldschmidt. Je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous et vous retrouve lundi pour un nouveau magazine Santé et Spiritualité. Au revoir.